Les instincts et leur destinée. Sigmund Freud. Les instincts et leur destinée. Nous avons entendu plus d'une fois s'exprimer l'opinion qu'une science doit se construire sur des concepts fondamentaux, clairs et précisément définis. En réalité, aucune science, même la plus exacte, ne commence par de telles définitions. Le vrai principe de l'activité scientifique consiste plutôt dans la description des phénomènes, qui sont ensuite groupés, ordonnés et reliés les uns aux autres. Déjà dans cette description, il devient inévitable d'appliquer au matériel certaines idées abstraites extraites de divers secteurs et, bien sûr, pas seulement de l'observation du nouvel ensemble de phénomènes décrits. Encore plus essentielles sont ces idées, les autres principes fondamentaux de la science, dans l'élaboration ultérieure de la question. Au début, ils doivent présenter un certain degré d'indétermination, et il est impossible de parler d'une délimitation claire de leur contenu. Tant qu'ils restent dans cet état, on s'accorde sur leur signification par des références répétées aux matériaux dont ils paraissent issus, mais qui leur est en réalité subordonnée. À la rigueur, elles présentent donc le caractère de convention, circonstances où tout dépend de ce qu'elles ne sont pas choisies arbitrairement, mais déterminées par des relations importantes avec la matière empirique, relations que l'on croit deviner avant de les connaître et de les démontrer. À nous, ce n'est qu'après une investigation plus approfondie du champ des phénomènes en question qu'il est possible de préciser davantage ces concepts scientifiques fondamentaux et de les modifier progressivement, de manière à étendre considérablement leur domaine d'application, les rendant ainsi irréfutables. C'est peut-être le moment de les préciser dans les définitions. Mais le progrès des connaissances ne tolère pas non plus l'inaltérabilité des définitions. Comme nous le montre l'exemple de la physique, même les concepts fondamentaux, fixés dans les définitions connaissent un perpétuel changement de contenu. Un tel principe de base conventionnelle, encore un peu obscur, mais dont on ne peut se passer en psychologie, est celui de l'instinct, trieb. Nous essaierons d'établir son importance, en fournissant du contenu de divers secteurs. Tout d'abord, du domaine de la physiologie. Cette science nous a donné le concept de stimulus et le schéma de l'arc réflexe, concept selon lequel un stimulus fourni de l'extérieur au tissu vivant, de la substance nerveuse, est dérivé vers l'extérieur par l'action. Cette action atteint son but en soustrayant la substance stimulée de l'influence du stimulus, en l'éloignant de sa sphère d'action. Quel est maintenant le rapport de l'instinct au stimulus ? Rien n'empêche de subordonner la notion d'instinct à celle de stimulus. L'instinct serait alors un stimulant pour le psychique. Mais nous remarquons immédiatement l'inadéquation de l'assimilation de l'instinct au stimulus psychique. Pour le psychique, il existe évidemment d'autres stimuli différents des stimuli instinctifs et qui se comportent plutôt d'une manière analogue aux stimuli physiologiques. Ainsi, lorsque la rétine est lésée par une lumière intense, nous ne sommes pas en présence d'un stimulus instinctif. Oui, en revanche, lorsque la sécheresse de la muqueuse buccale ou l'irritation de l'estomac deviennent perceptibles. Nous avons déjà assez de matière pour distinguer les stimuli instinctifs des autres, physiologiques, qui agissent sur le psychique. En premier lieu, les stimuli instinctifs ne viennent pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de l'organisme. Pour cette raison, ils agissent différemment sur le psychique et nécessitent, pour leur suppression, des actes différents. Mais, de plus, pour fixer les caractères essentiels du stimulus, il suffit d'admettre qu'il agit comme une seule impulsion, et peut donc être supprimé au moyen d'un seul acte approprié, dont le type sera l'échappement moteur. De la source d'où il émane. Naturellement, de telles impulsions peuvent être répétées et additionnées, mais cela ne modifie en rien l'interprétation du processus ni les conditions de la suppression du stimulus. L'instinct, en revanche, n'agit jamais comme une force d'impact momentanée, mais toujours comme une force constante. Ne venant pas du monde extérieur, mais de l'intérieur du corps, la fuite est inefficace contre lui. Nous appellerons le stimulus instinctif le meilleur besoin, et ce qui supprime ce besoin, c'est la satisfaction. Ceci ne peut être réalisé que par une transformation adéquate de la source de stimulation interne.
Plaçons-nous maintenant dans la situation d'un être vivant, presque complètement dépourvu de moyens de défense et non encore orienté dans le monde, qui reçoit des stimuli dans sa substance nerveuse. Cet être arrivera très bientôt pour faire une première différenciation et acquérir une première orientation. D'une part, il percevra des stimuli auxquels il est possible d'échapper par l'action musculaire, fugue, et il attribuera ces stimuli au monde extérieur. Mais il en percevra aussi d'autres, contre lesquels de telles actions et qui conservent, malgré elles, son caractère constamment pressant. Ce dernier constituera un signe caractéristique du monde intérieur et une démonstration de l'existence de besoins instinctifs. La substance perceptive de l'être vivant trouvera ainsi, dans l'efficacité de son activité musculaire, un point d'appui pour distinguer un extérieur d'un intérieur. On retrouve donc l'essence de l'instinct d'abord dans ses caractéristiques principales, son origine à partir de sources de stimuli situées à l'intérieur de l'organisme et son apparition comme une force constante, et on en tire une autre de ses qualités, l'inefficacité de la fuite pour son répression. Mais au cours de ces réflexions, nous avons dû découvrir quelque chose qui nous oblige à une nouvelle confession. Non seulement nous appliquons à notre matériel certaines conventions en tant que concepts fondamentaux, mais nous utilisons également des postulats compliqués pour nous guider dans l'élaboration du monde des phénomènes psychologiques. Nous avons déjà esquissé en termes généraux la partie la plus importante de ce postulat, nous n'avons qu'à le souligner expressément. Il est de nature biologique, il fonctionne avec la notion d'intention, éventuellement avec celle de convenance, et son contenu est le suivant: le système nerveux est un appareil dont la fonction est de supprimer les stimuli qui lui parviennent, de les réduire à sa niveau minimum, et que, si possible, il aimerait rester libre de toute stimulation. Admettant provisoirement cette idée, sans prêter attention à sa détermination, nous attribuerons, en général, au système nerveux la tâche de contrôler les stimuli. On voit alors combien le schéma physiologique simple des réflexes complique l'introduction des instincts. Les stimuli externes ne posent pas plus de problème que de les éviter, ce qui passe par des mouvements musculaires, dont l'un finit par atteindre ce but et devient alors, comme le plus approprié, une disposition héréditaire. D'autre part, les stimuli instinctifs nés à l'intérieur du corps ne peuvent être supprimés par ce mécanisme. Il sollicite donc beaucoup plus le système nerveux, l'incite à accomplir des activités extrêmement compliquées, étroitement liées les unes aux autres, qui modifient fortement le monde extérieur au point de lui faire offrir la satisfaction de la source interne de stimulation, et maintiennent une inévitable apport continu de stimuli. Il vous force à abandonner votre objectif idéal de rester loin d'eux. On peut donc conclure que les instincts et non les stimuli externes sont les véritables moteurs du progrès qui a conduit le système nerveux, si inépuisablement capable de performance, à son développement actuel. Rien ne s'oppose à l'hypothèse que les instincts eux-mêmes sont, au moins en partie, des résidus d'effets de stimuli externes qui, au cours de la phylogenèse, ont agi de manière modificatrice sur la substance vivante. Lorsque nous constatons plus tard que toute activité, même celle de l'appareil psychique le plus développé, est soumise au principe de plaisir, c'est-à-dire qu'elle est automatiquement réglée par des sensations de la série plaisir-déplaisir, il nous devient difficile de rejeter l'hypothèse immédiate que ces sensations reproduisent la manière dont se développe le contrôle du stimulus, et sûrement au sens où la sensation de déplaisir est liée à une augmentation du stimulus et la sensation de plaisir à une diminution de celui-ci. Nous maintiendrons l'indétermination large de cette hypothèse jusqu'à ce que nous parvenions à deviner la nature de la relation entre les séries plaisir-déplaisir et les oscillations des grandeurs des stimuli qui agissent sur la vie mentale. Bien sûr, de nombreuses relations différentes et compliquées de ce type doivent être possibles. Si l'on considère la vie psychique du point de vue biologique, l'instinct nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, comme un représentant psychique des stimuli venant de l'intérieur du corps, qui atteignent l'âme, et comme un l'ampleur de la demande de travail imposée au psychique du fait de sa connexion avec le somatique. Nous pouvons maintenant discuter de certains termes utilisés en relation avec le concept d'instinct, tels que l'urgence, la fin, l'objet et la source de l'instinct.
Par urgence, d'un instinct, on entend son facteur moteur, c'est-à-dire la somme de force ou la quantité de travail exigée qu'il représente. Ce caractère péremptoire est une qualité générale des instincts et constitue même leur essence. Chaque instinct est une grandeur d'activité, et en parlant négligemment d'instinct passif, on ne fait allusion qu'à des instincts à fin passive. La fin, Ziel, d'un instinct est toujours la satisfaction, qui ne peut être atteinte qu'en supprimant l'état de stimulation de la source de l'instinct. Mais même si le but ultime de chaque instinct est invariable, il peut y avoir divers chemins qui y mènent, de sorte que pour chaque instinct il peut y avoir différents buts proximaux qui peuvent être combinés ou substitués les uns aux autres. L'expérience permet aussi de parler d'instincts restreints dans leur fin, c'est-à-dire de processus qu'on laisse avancer d'un certain espace vers la satisfaction de l'instinct, mais qui connaissent ensuite une inhibition ou une déviation. Nous devons admettre qu'une satisfaction partielle est également liée à de tels processus. L'objet, object, de la pulsion est la chose dans laquelle ou au moyen de laquelle la pulsion peut obtenir sa satisfaction. C'est le plus variable des instincts, n'est pas lié à l'origine, mais subordonné à lui en raison de son adéquation à l'obtention de la satisfaction. Ce n'est pas nécessairement quelque chose d'extérieur au sujet, mais cela peut être n'importe quelle partie de son propre corps et est susceptible d'être remplacée indéfiniment par un autre au cours des destinées de la vie de l'instinct. Ce déplacement de l'instinct remplit des fonctions très importantes. Il peut arriver qu'un même objet serve simultanément à la satisfaction de plusieurs instincts, cas de la confluence des instincts, selon Alfredo Adler. Lorsqu'un instinct apparaît lié de manière particulièrement intime et proche à l'objet, on parle d'une fixation du dit instinct. Cette fixation intervient très souvent à des périodes très précoces du développement des pulsions et met fin à la mobilité de la pulsion en question, s'opposant fortement à sa séparation d'avec l'objet. Par source, de l'instinct, on entend ce processus somatique qui se développe dans un organe ou une partie du corps, et qui est représenté dans la vie psychique par l'instinct. On ne sait pas si ce processus est régulièrement de nature chimique ou peut également correspondre au développement d'autres forces, par exemple, des forces mécaniques. L'étude des sources de l'instinct ne correspond plus à la psychologie. Bien que le fait d'être né de sources somatiques soit en réalité ce qui est décisif pour l'instinct, il ne se fait connaître de nous dans la vie mentale que pour ses fins. Une connaissance plus précise des sources de l'instinct n'est pas absolument indispensable à la recherche psychologique, et celles-ci peuvent souvent être déduites de l'examen des buts de l'instinct. Doit-on supposer que les divers instincts issus du somatique et agissant sur le psychique sont également caractérisés par des qualités différentes et agissent de ce fait d'une manière qualitativement différente de la vie mentale? À notre avis, non. Il suffira plutôt d'admettre simplement que tous les instincts sont qualitativement égaux et que leur effet ne dépend que des grandeurs d'excitation qu'ils portent avec eux et peut-être de certaines fonctions de cette quantité. Les différences dans les fonctions psychiques des divers instincts peuvent être attribuées à la diversité des sources de ces derniers. Plus tard, et dans un rapport différent, nous arriverons, en tout cas, à préciser ce que signifie le problème de la qualité des instincts. Combien et quels instincts compterons-nous? Une large marge d'arbitraire reste ici ouverte, puisque l'on ne peut s'opposer à ceux qui usent des concepts d'instinct de jeu, de destruction ou de sociabilité lorsque la matière l'exige et que la limitation de l'analyse psychologique le permet. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la possibilité que ces motivations instinctives, si spécialisées, soient susceptibles d'une plus grande décomposition en ce qui concerne les sources de l'instinct, résultant ainsi que seuls les instincts primitifs, ceux qu'on ne peut y disséquer davantage, pourraient prétendre à une signification. Pour notre part, nous avons proposé de distinguer deux groupes de ces pulsions primitives, celles des pulsions du moi ou de conservation et celles des pulsions sexuelles. Cette division ne constitue pas une hypothèse nécessaire, comme celle que nous avons dû établir auparavant à propos de l'intention biologique de l'appareil mental.
Ce n'est rien d'autre qu'une construction auxiliaire, que nous ne maintiendrons qu'aussi longtemps qu'elle nous sera utile et dont la substitution par une autre ne peut modifier que très peu les résultats de notre travail descriptif et organisateur. L'occasion de l'établir s'est présentée dans le cours évolutif de la psychanalyse, dont le premier objet a été les psychonévroses ou, plus précisément, ce groupe de psychonévroses auquel nous donnons le nom de névrose de transfert, hystérie et névrose obsessionnelle, étude qui nous a conduit à savoir qu'à la racine de chacune de ces affections il y avait un conflit entre les aspirations de la sexualité et celles du moi. Il est fort possible qu'une analyse plus approfondie des autres affections névrotiques, et surtout des psychonévroses narcissiques, c'est-à-dire des schizophrénies, impose une modification de cette formule et avec elle un groupement différent des instincts primitifs. Mais pour l'instant nous ne connaissons pas une telle formule nouvelle et nous n'avons pas trouvé d'argument contre l'opposition entre pulsion du moi et pulsion sexuelle. Je doute fort que l'élaboration de matériel psychologique puisse nous fournir des données décisives pour la différenciation et la classification des instincts. Au fin de cette élaboration, il semble plutôt nécessaire d'appliquer au matériel certaines hypothèses sur la vie instinctuelle, et il serait souhaitable que de telles hypothèses puissent être prises dans un secteur différent et transférées ultérieurement à la psychologie. Ce que la biologie nous apporte sur cette question ne s'oppose certes pas à la différenciation des pulsions du moi et des pulsions sexuelles. La biologie enseigne que la sexualité ne peut être assimilée aux autres fonctions de l'individu, puisque ses finalités la dépassent et aspirent à la production de nouveaux individus, c'est-à-dire à la conservation de l'espèce. Elle nous montre aussi, comme également justifiée, deux conceptions différentes du rapport entre soi et sexualité, une, pour laquelle l'individu est l'essentiel, la sexualité une de ses activités et la satisfaction sexuelle un de ses besoins, et une autre, qui considère l'individu comme un accessoire temporaire et passager du plasma germinatif quasi immortel, qui lui a été confié par le processus de génération. L'hypothèse que la fonction sexuelle se distingue des autres par une chimie particulière apparaît également intégrée, je crois, dans les recherches biologiques d'Ehrlich. Puisque l'étude de la vie pulsionnelle dans une perspective consciente présente des difficultés presque insurmontables, la principale source de nos connaissances reste l'investigation psychanalytique des troubles mentaux. Mais corrélativement au cours de son développement, la psychanalyse ne nous a jusqu'ici fourni de données satisfaisantes que sur les pulsions sexuelles, celle-ci étant le seul groupe de pulsions qu'il ait été possible d'isoler et de considérer à part dans les psychonévroses. Avec l'extension de la psychanalyse à d'autres affections névrotiques, notre connaissance des pulsions du moi sera sûrement aussi cimentée, bien qu'il semble imprudent de s'attendre à trouver dans ce champ de recherche des conditions aussi favorables à un travail d'observation. D'une manière générale, on peut dire ceci des pulsions sexuelles, elles sont très nombreuses, elles proviennent de sources organiques multiples et diverses, elles agissent d'abord indépendamment les unes des autres et ce n'est que plus tard qu'elles s'unissent dans une synthèse plus ou moins parfaite. La fin à laquelle chacun d'eux tend est l'accomplissement du plaisir organique, et ce n'est qu'après leur synthèse qu'il entre au service de la procréation, avec laquelle il se manifeste alors, généralement, en tant qu'instinct sexuel. Lors de leur première apparition, ils s'appuient avant tout sur des pulsions de conservation, dont ils ne se séparent que peu à peu ensuite, suivant également dans le choix des objets les voies que leur tracent les pulsions du moi. Une partie d'entre eux reste associée tout au long de la vie aux pulsions du moi, leur fournissant des composantes libidinales qui passent facilement inaperçues lors d'un fonctionnement normal et ne deviennent clairement perceptibles qu'au début d'une maladie. Ils se caractérisent par la facilité avec laquelle ils se remplacent et par leur capacité à changer indéfiniment d'objet. Ces dernières qualités les rendent aptes à des fonctions très éloignées de leurs actes finaux primitifs, c'est-à-dire capables de sublimation. Les instincts sexuels étant ceux dans la connaissance desquels nous avons fait le plus de progrès jusqu'à présent, nous limiterons notre investigation aux destins par lesquels passent les instincts au cours de leur développement et de leur vie. Parmi ces destinations, l'observation a révélé ce qui suit. La transformation dans le contraire. Orientation vers la personne elle-même. La répression. Sublimation.
N'ayant pas l'intention de traiter ici de la sublimation, et nécessitant le refoulement dans un chapitre séparé, il ne nous reste que la description et la discussion des deux premiers points. Par les forces motivationnelles qui s'opposent à la réalisation d'un instinct sous une forme non modifiée, nous pouvons aussi nous représenter leur destin comme modalité de défense contre les instincts. La transformation en contraire se décompose, à y regarder de près, en deux processus distincts, le passage d'un instinct de l'activité à la passivité, et le renversement du contenu. Ces deux processus, d'essence totalement différente, devront être considérés séparément. Des exemples du premier processus sont les couples antithétiques sadisme-masochisme et plaisir visuel, scopophilie, étalage. La transformation en contraire n'atteint que les extrémités de l'instinct. La fin active tourmentée, voir est remplacée par la fin passive être tourmentée, être vue. L'inversion de contenu ne nous est montrée que par un exemple, la transformation de l'amour en haine. L'orientation vers sa propre personne se précise dès que l'on réfléchit que le masochisme n'est rien d'autre qu'un sadisme dirigé contre soi-même et que l'exposition implique la contemplation de son propre corps. L'observation analytique démontre de façon indubitable que le masochiste partage la jouissance active de l'agression envers sa propre personne et l'exhibitionniste le résultat de la nudité de son propre corps. Ainsi, l'essence du processus est le changement d'objet, avec permanence de la même fin. On ne peut nous cacher que dans ces exemples coïncidents l'orientation vers sa propre personne et la transformation de l'activité à la passivité. Par conséquent, faire ressortir les relations nécessite clairement une enquête plus approfondie. Dans le couple antithétique, sadisme-masochisme, le processus peut être représenté comme suit. A. Le sadisme consiste en la violence contre une personne différente en tant qu'objet. B. Cet objet est abandonné et remplacé par le sujet lui-même. Avec l'orientation vers sa propre personne, la transformation du but actif de l'instinct en un but passif s'accomplit également. C. Une personne différente est à nouveau recherchée en tant qu'objet, qui, du fait de la transformation de la fin, doit reprendre le rôle de sujet. Le cas C est celui de ce qu'on appelle communément le masochisme. Chez lui aussi, la satisfaction passe par le sadisme primitif, le moi passif étant transféré fantasmatiquement à son ancienne place, désormais abandonné au sujet étranger. Il est très douteux qu'il y ait une satisfaction masochiste plus directe. Il ne semble pas y avoir de masochisme primitif non né du sadisme sous la forme décrite. Le comportement de l'instinct sadique dans la névrose obsessionnelle montre que l'hypothèse de la phase B n'est pas superflue. Dans la névrose obsessionnelle, nous trouvons l'orientation vers sa propre personne sans passivité envers l'autre. La transformation ne va pas au-delà de la phase B. Le désir de tourmenter se transforme en auto-tourment et en auto-punition, pas en masochisme. Le verbe actif ne devient pas passif, mais un verbe réfléchi intermédiaire. Pour la conception du sadisme, il faut tenir compte du fait que cet instinct semble poursuivre, en plus de sa fin générale, ou peut-être mieux, en son sein, un acte final très particulier. En plus de l'humiliation et de la domination, causant de la douleur. Or, la psychanalyse semble montrer que faire souffrir n'est pas intégré parmi les actes primitifs finaux de l'instinct. L'enfant sadique n'a pas tendance à causer de la douleur ou n'en a pas expressément l'intention. Mais une fois la transformation en masochisme opérée, la douleur est tout à fait appropriée pour fournir une fin passive masochiste, puisque tout porte à admettre que les sensations douloureuses, ainsi que toutes les sensations désagréables en général, se prolongent jusqu'à l'excitation sexuelle et engendrent un état agréable, qui conduit le sujet à accepter volontiers le déplaisir de la douleur. Una vez que el experimentar dolor al legado a ser un fin masoquista, pud surgir también regressivamente el fin sádico de causar dolor, y de este dolor goza también aquel que el o inflige a otros, identificándose, de un modo masoquista, con el objeto que souffre la douleur. Naturellement, ce qui est apprécié dans les deux cas n'est pas la douleur elle-même, mais l'excitation sexuelle concomitante, quelque chose de particulièrement confortable pour le sadique.
La jouissance de la douleur serait donc une fin originellement masochiste, mais cela ne devient une fin instinctive que chez quelqu'un de primitif sadique. Pour compléter notre exposé, nous ajouterons que la compassion ne peut être décrite comme le résultat de la transformation des instincts en sadisme, mais plutôt que le concept de formation de réaction contre l'instinct est nécessaire. Nous examinerons cette distinction ultérieurement. L'investigation d'un autre couple antithétique d'instincts, dont la finalité est la contemplation et l'exhibition, scopophilie et exhibitionnisme dans le langage des perversions, nous donne des résultats différents et plus simples. Ici aussi on peut établir les mêmes phases que dans le cas précédent. A. La contemplation comme activité orientée vers un objet étranger. B. L'abandon de l'objet, l'orientation de l'instinct de contemplation vers une partie du corps propre de la personne, et avec elle la transformation en passivité et l'établissement de la nouvelle fin, celle d'être contemplée. C. L'établissement d'un nouveau sujet auquel la personne semble être contemplée par lui. Il est presque sans doute que la fin active apparaît avant la passive, contemplation précédant l'exposition. Mais une différence importante apparaît ici avec le cas du sadisme, différence consistant dans le fait que dans l'instinct de scopophilie on retrouve encore une phase antérieure à celle indiquée par la lettre A. L'instinct de scopophilie est en effet auto-érotique au début de son activité, il possède un objet, mais le trouve dans son propre corps. Ce n'est que plus tard qu'il est amené, par comparaison, à échanger cet objet contre une partie analogue du corps d'un autre, phase A. Cette phase préliminaire est intéressante car les deux situations du couple antithétique résultant en ressortent, selon que le changement s'opère à un endroit ou à un autre. Le schéma de l'instinct de scopophilie pourrait être établi comme suit. A. On contemple un organe sexuel égal un organe sexuel est contemplé par soi-même. B. On contemple un objet étranger, scopophilie active. C. Un objet qui peut être soi-même ou une partie de soi est contemplé par une personne étrangère, exhibitionnisme. Une telle phase préliminaire ne se produit pas dans le sadisme, qui est orienté dès le début vers un objet étranger. En tout cas, il ne serait pas absurde de le déduire des efforts de l'enfant qui veut prendre le contrôle de ses propres membres. Aux deux exemples de pulsions que nous venons de considérer ici s'applique la constatation que la transformation des pulsions par passage de l'activité à la passivité et par orientation vers sa propre personne ne s'effectue jamais dans la totalité du contingent instinctif. Le sens actif primitif de l'instinct continue à subsister dans une certaine mesure à côté du sens passif ultérieur, même dans les cas où le processus de transformation de l'instinct a été très étendu. La seule affirmation exacte sur l'instinct de scopophilie serait que toutes les phases évolutives de l'instinct, aussi bien la phase préliminaire auto-érotique que la structure finale active ou passive, continuent d'exister ensemble, et cette affirmation devient incontestable lorsqu'au lieu des actes de celle-ci portent les instincts que nous prenons pour base de notre jugement le mécanisme de la satisfaction. Peut-être qu'une conception et une description différentes sont encore justifiées. La vie de chaque instinct peut être considérée comme divisée en diverses séries d'ondes, temporellement séparées et égales, dans l'unité de temps, arbitraire, semblable à des éruptions successives de lave. On peut ainsi se représenter que l'irruption première et primitive de l'instinct se poursuit sans subir aucune transformation ni développement. L'impulsion suivante, au contraire, subirait une modification dès son origine, peut-être le passage de l'activité à la passivité, et s'ajouterait avec ce nouveau caractère à la vague précédente, et ainsi de suite. Si l'on considère alors les mouvements instinctifs depuis leur origine jusqu'à un certain point, la succession d'ondes décrites doit nous offrir l'image d'un développement déterminé de l'instinct. Le fait qu'à un stade aussi avancé du développement d'une pulsion pulsionnelle on observe, à côté de tout mouvement pulsionnel, son opposé, passif, mérite d'être expressément souligné sous le nom d'ambivalence, justement introduit par Bleuler. La survivance des phases intermédiaires et l'histoire de l'évolution de l'instinct nous ont rapprochés de l'intelligence de cette évolution. L'amplitude de l'ambivalence varie beaucoup, comme nous avons pu le vérifier, chez les différents individus, groupes humains ou races.
Les cas d'ambivalence extensive chez les individus contemporains peuvent être interprétés comme des cas d'hérédité archaïque, car tout porte à supposer que la participation à la vie instinctive des impulsions actives sous forme non modifiée était bien plus importante au temps primitif qu'elle ne l'est aujourd'hui. Nous avons pris l'habitude d'appeler narcissisme la phase précoce du moi, pendant laquelle ces pulsions sexuelles sont auto-érotiquement satisfaites, sans discuter pour l'instant de la relation entre auto-érotisme et narcissisme. Ainsi dirons-nous que la phase préliminaire de l'instinct de scopophilie, dans laquelle le plaisir visuel a pour objet le corps lui-même, appartient au narcissisme et est une formation narcissique. L'instinct actif de scopophilie s'en développe, abandonnant le narcissisme. Au contraire, l'instinct de scopophilie passive préserverait l'objet narcissique. De même, la transformation du sadisme en masochisme signifie un retour à l'objet narcissique, alors que dans les deux cas le sujet narcissique est remplacé par l'identification à un autre moi étranger. Compte tenu de la phase préliminaire narcissique du sadisme précédemment établie, on se rapproche ainsi de la connaissance plus générale que l'orientation des pulsions vers son propre moi et le renversement de l'activité vers la passivité dépendent de l'organisation narcissique du moi et sont empreintes de le sceau de cette phase. Peut-être correspond-il à des tentatives de défense, menées avec d'autres moyens dans des phases supérieures du développement du moi. Rappelons ici que jusqu'ici nous n'avons mis en discussion que les deux couples antithétiques, sadisme-masochisme, et scopophilie-exhibition. Ce sont les instincts sexuels ambivalents les plus connus. Les autres composantes de la fonction sexuelle subséquente ne sont pas encore suffisamment analysables pour qu'on puisse les discuter de la même manière. On peut dire d'eux, en général, qu'ils agissent de manière auto-érotique, c'est-à-dire que leur objet est ignoré devant l'organe qui en constitue la source et coïncide presque toujours avec lui. Si l'objet de l'instinct de scopophilie est aussi d'abord une partie de son propre corps, ce n'est pourtant pas l'œil lui-même, et dans le sadisme, la source organique, probablement la musculature capable d'action, indique sans équivoque un autre objet différent, mais aussi dans le corps lui-même. Dans les instincts auto-érotiques, le rôle de la source organique est si décisif que, selon une hypothèse de P. Federn, 1913, et L. Jekyll, 1913, la forme et la fonction de l'organe décident de l'activité ou de la passivité de la fin de l'instinct. Le changement du contenu d'une pulsion en son contraire ne s'observe que dans un seul cas, transformer l'amour en haine. Ces deux sentiments apparaissent aussi souvent conjointement orientés vers un même objet, nous offrant ainsi l'exemple le plus important d'ambivalence des sentiments. Ce cas d'amour et de haine acquiert un intérêt particulier, du fait qu'il ne rentre pas dans notre schéma d'instinct. La relation intime entre ces deux contraires sentimentaux et la vie sexuelle ne fait aucun doute, mais il faut résister. Considérer l'amour comme un instinct partiel particulier de la sexualité, au même titre que les autres dont nous venons de parler. Nous préférerions voir dans l'amour l'expression de la tendance sexuelle totale, mais cela non plus ne nous satisfait pas tout à fait, et nous ne savons pas nous représenter le contenu contraire de cette tendance. L'amour est susceptible de trois antithèses et non d'une seule. Outre l'antithèse, aimer, il y a celle, aimer être aimé, et, de plus, l'amour et la haine, pris ensemble, s'opposent à l'indifférence. De ces trois antithèses, la seconde, aimer être aimé, correspond à la transformation de l'activité en passivité, et peut se rapporter, comme l'instinct de scopophilie, à une situation fondamentale, celle de s'aimer, situation qui est pour nous la caractéristique du narcissisme. Selon que l'objet ou le sujet sont échangés contre d'autres extraterrestres, la finalité active d'aimer ou la finalité passive d'être aimé en résulte, proche du narcissisme. Peut-être nous rapprochons-nous de la compréhension des multiples antithèses de l'amour en réfléchissant que la vie mentale est généralement dominée par trois polarisations, c'est-à-dire par les trois antithèses suivantes. Sujet, objet, monde extérieur. Plaisir-déplaisir. Activité-passivité. L'antithèse je-non-je, l'extérieur, sujet-objet, s'impose très tôt à l'individu, comme nous l'avons déjà indiqué, par l'expérience qu'il peut arrêter les stimuli externes par l'action musculaire, dépourvu par contre de toute défense contre les stimuli instinctifs.
Surtout, cette antithèse préserve la souveraineté absolue par rapport à la fonction intellectuelle et crée la situation fondamentale de la recherche, qui ne peut plus être modifiée par aucun effort. La polarisation, plaisir-déplaisir, accompagne une série de sensations dont nous avons déjà souligné l'importance inégalée pour la décision de nos actes, volonté. L'antithèse, activité-passivité, ne doit pas être confondue avec celle de moi-sujet extérieur-objet. Le moi se comporte passivement vis-à-vis du monde extérieur dans la mesure où il en reçoit des stimuli, et activement lorsqu'il réagit à ces stimuli. Ces instincts lui imposent une activité toute particulière par rapport au monde extérieur, si bien qu'en insistant sur l'essentiel, on pourrait dire ceci, le moi-sujet est passif par rapport aux stimuli extérieurs, mais actif par ses propres instincts. L'antithèse, actif-passif, se confond alors avec celle du masculin-féminin, qui avant cette fusion n'avait aucune signification psychologique. L'union de l'activité avec la masculinité et de la passivité avec la féminité nous apparaît comme un fait biologique, mais elle n'est nullement aussi régulièrement totale et exclusive qu'on est enclin à le supposer. Les trois polarisations psychiques établissent entre elles des liens importants. Il y a une situation psychique primitive dans laquelle deux d'entre eux coïncident. Le moi se trouve originellement au début de la vie mentale, revêtu, investi, d'instincts, et est en partie capable de satisfaire en lui-même ses instincts. Nous appelons cet état narcissisme, et décrivons la possibilité de satisfaction correspondante comme auto-érotique. Le monde extérieur ne s'attire pas d'intérêt, investissement, à ce moment, en termes généraux, et est indifférent à la satisfaction. Ainsi, durant celle-ci, le sujet de soi coïncide avec ce qui est agréable et le monde extérieur avec ce qui est indifférent, ou parfois désagréable, comme source de stimuli. Si l'on définit l'amour comme le rapport du moi à ses sources de plaisir momentanés, la situation dans laquelle le moi s'aime à l'exclusion de tout autre objet et est indifférent au monde extérieur éclairera la première question. Relations antithétiques dans lesquelles nous avons trouvé amour. Le moi n'a pas besoin du monde extérieur dans la mesure où il est auto-érotique, mais il reçoit d'elle des objets en conséquence des processus des instincts d'auto-conservation, et il ne peut s'empêcher de ressentir les stimuli instinctifs internes pendant un certain temps comme désagréables. Sous la domination du principe de plaisir, un nouveau développement s'opère en lui. Il accueille dans son moi les objets qui lui sont offerts en tant qu'ils constituent des sources de plaisir et les introjecte en lui, selon l'expression de Ferenczi, éloignant, d'autre part, de lui-même ce qui en son propre intérieur constitue un motif de déplaisir. Voir ci-dessous le mécanisme de projection. On passe ainsi du moi primitif de la réalité, qui a différencié l'intérieur de l'extérieur selon des signes objectifs exacts, à un moi du plaisir, qui fait passer le caractère agréable avant tout signe. Le monde extérieur se divise pour lui en une partie agréable, qui lui est incorporée, et un reste, qui lui est étranger. Il a séparé de lui-même une part qu'il projette sur le monde extérieur et qu'il perçoit comme hostile. Après ce nouvel agencement, la coïncidence des deux polarisations est à nouveau établie, celle du sujet de soi avec le plaisir et celle du monde extérieur avec le déplaisir, anciennement l'indifférence. Avec l'entrée de l'objet dans la phase de narcissisme primaire, la deuxième antithèse de l'amour atteint aussi son développement, la haine. L'objet est d'abord apporté au moi, comme nous l'avons déjà vu, par les pulsions de conservation, qui le soustraient au monde extérieur, et l'on ne peut nier que le sens primitif de la haine soit aussi celui du rapport à l'extérieur. Monde, étranger à l'ego et pourvoyeur de stimulus. L'indifférence cède la place à la haine ou à l'aversion, après s'être d'abord imposée comme son précurseur. Le monde extérieur, l'objet et le haï auraient d'abord été identiques. Lorsque l'objet s'avère plus tard être une source de plaisir, il est aimé, mais aussi incorporé au moi, de sorte que pour le moi du plaisir purifié, l'objet coïncide à nouveau avec ce qui est étranger et haï. On observe maintenant aussi que de même que le couple antithétique, amour-indifférence, reflète la polarisation, moi-monde extérieur, la seconde antithèse, amour-haine, reproduit la polarisation,
plaisir-déplaisir, liés à la première. Après la substitution du stade purement narcissique au stade objectal, plaisir et déplaisir signifient des relations entre le moi et l'objet. Lorsque l'objet devient source de sensation de plaisir, apparaît une tendance motrice qui aspire à le rapprocher et à l'incorporer à soi. On parle alors de l'attraction exercée par l'objet procurant du plaisir et on dit qu'on l'aime. A l'inverse, lorsque l'objet est source de déplaisir, naît une tendance qui aspire à s'éloigner de soi, répétant avec lui la tentative primitive de fuite devant le monde extérieur émettant des stimuli. On sent le il rejette l'objet et nous le haïssons, haine qui peut s'intensifier jusqu'à la tendance à l'agression contre l'objet et l'intention de le détruire. À la limite, on pourrait dire que l'instinct aime l'objet auquel il tend à obtenir sa satisfaction. D'autre part, il nous semble étrange et déplacé d'entendre qu'un instinct déteste un objet, et ainsi nous réalisons que les concepts de amour et haine ne s'appliquent pas au rapport des pulsions avec leurs objets, et doivent être réservés au rapport du moi total avec les objets. Mais l'observation des usages du langage, toujours aussi prégnante, nous montre une nouvelle limitation du sens de l'amour et de la haine. De los objeto que sirven a la conservación del yo no decimo que los amamos sino acentuamos que necesitamos de ellos, añadiendo quizá una relación distinta por medio de palabras expresiva de un amor muy disminuido, tels como las de agradar, gustar, intéresser. Ainsi, le mot amour s'inscrit de plus en plus dans la sphère de la pure relation de plaisir du moi avec l'objet et se fixe, finalement, aux objets strictement sexuels et ceux autres qui satisfont les besoins des pulsions sexuelles sublimées. La séparation entre pulsions du moi et pulsions sexuelles que nous avons imposée à notre psychologie s'avère ainsi en harmonie avec l'esprit de notre langage. Le fait que nous ne soyons pas habitués à dire qu'une pulsion sexuelle aime son objet et que nous voyons l'usage le plus approprié du mot amour dans la relation du moi à un objet sexuel, nous apprend que son usage dans une telle relation commence seulement avec la synthèse de tous les instincts partiels de la sexualité, sous le primat des organes génitaux et au service de la reproduction. Il convient de noter que dans l'utilisation du mot « haïr », cette relation intime avec le plaisir sexuel et la fonction sexuelle n'apparaît pas, au contraire, la relation de déplaisir semble être ici la seule décisive. L'ego est, abhorre et persécute à des fins destructrices tous les objets qu'il en vient à supposer comme source de sensation de déplaisir, constituant une privation de satisfaction sexuelle ou de satisfaction de besoin de conservation. On peut même affirmer que le véritable prototype de la relation de haine ne vient pas de la vie sexuelle, mais du combat de soi pour sa conservation et son entretien. La relation entre la haine et l'amour, qui nous apparaissent comme de complètes antithèses de contenu, n'est donc pas du tout simple. La haine et l'amour ne sont pas nés de la dissociation d'un tout originel, mais ont des origines différentes et ont connu chacun un développement différent et particulier, avant de devenir antithétiques sous l'influence de la relation, plaisir-déplaisir. Ici, nous sommes confrontés à la tâche de rassembler tout ce que nous savons sur la genèse de l'amour et de la haine. L'amour vient de la capacité du moi à satisfaire de manière auto-érotique, par l'acquisition d'un plaisir organique, certaines de ses pulsions instinctives. Narcissique à l'origine, il passe ensuite aux objets incorporés au moi élargi et exprime la tendance motrice du moi envers ces objets, considérés comme source de plaisir. Elle est intimement liée à l'activité des pulsions sexuelles ultérieures et, une fois la synthèse de ces pulsions achevée, coïncide avec la totalité de la tendance sexuelle. Tandis que les pulsions sexuelles connaissent leur développement compliqué, les étapes préliminaires de l'amour apparaissent comme des fins sexuelles provisoires. La première de ces étapes est l'incorporation ou la dévoration, modalité de l'amour compatible avec la suppression de l'existence séparée de l'objet et peut donc être qualifiée d'ambivalente. Dans la phase supérieure de l'organisation prégénitale sadique anale, l'aspiration à l'objet surgit sous la forme d'une pulsion de maîtrise, pulsion pour laquelle l'endommagement ou la destruction de l'objet est indifférent. Cette forme et cette phase préliminaire de l'amour ne diffèrent guère de la haine dans son comportement envers l'objet.
il faut attendre l'établissement de l'organisation génitale pour que l'amour se constitue comme l'antithèse de la haine. La haine est, en tant que rapport à l'objet, plus ancienne que l'amour. Elle est née du rejet primitif du monde extérieur émettant des stimuli par le moi narcissique primitif. En tant qu'expression de la réaction de déplaisir provoquée par les objets, elle reste toujours étroitement liée aux pulsions de conservation, de sorte que le moi et les pulsions sexuelles entrent facilement dans une antithèse qui reproduit celle de l'amour et de la haine. Lorsque les instincts du moi dominent la fonction sexuelle, comme cela se produit dans la phase de l'organisation sadique anale, ils dotent l'instinct des caractéristiques de la haine. L'histoire de la genèse et des relations amoureuses nous rend compréhensibles. Ambivalence très fréquente, c'est-à-dire la circonstance d'apparaître accompagnée de sentiments de haine dirigés vers le même objet. La haine mixte de l'amour provient en partie des phases préliminaires de l'amour, non encore complètement surmontées, et en partie des réactions répulsives des pulsions du moi, qui peuvent invoquer des motifs réels et actuels dans les fréquents conflits entre les intérêts du moi et ceux de l'amour. Ainsi, dans les deux cas, la haine mêlée à sa source dans les instincts de conservation. Lorsque la relation amoureuse avec un certain objet est rompue, il n'est pas étrange de voir surgir à sa place la haine, circonstance qui nous donne l'impression d'une transformation de la haine en amour. Au-delà de cette description, nous sommes déjà conduits par la théorie selon laquelle dans un tel cas la haine réellement motivée est renforcée par la régression de l'amour à la phase préliminaire sadique, de sorte que la haine reçoit un caractère érotique, assurant la continuité d'une relation amoureuse. La troisième antithèse de l'amour, c'est-à-dire la transformation d'aimer en être aimé, correspond à l'influence de la polarisation de l'activité et de la passivité et est subordonnée au même jugement que les cas de l'instinct de scopophilie et de sadisme. En synthétisant, on peut dire que les destinées des instincts consistent essentiellement dans le fait que les pulsions instinctives sont soumises à l'influence des trois grandes polarisations qui dominent la vie mentale. De ces trois polarisations, on pourrait dire que celle de l'activité-passivité est la polarisation biologique, celle du moi-monde extérieur, celle de la réalité, et celle du plaisir-déplaisir, la polarité économique. Une autre destination des instincts, le refoulement, fait partie de l'enquête qui suit. Fin. Les instincts et leur destinée. Sigmund Freud.